Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez sûrement, en 2020, un article dans Le Devoir faisait état d'allégations d'un certain nombre de femmes sur l'humoriste Julien Lacroix. 2 ans plus tard, c'était la presse qui arrivait avec une contre-enquête qui venait vraiment tempérer de nombreux témoignages dans cette première enquête. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Julien Lacroix a le droit à une deuxième chance? En tout cas, il y a 10 000 personnes au cours des dernières semaines, des derniers mois, qui sont allées le voir sur scène dans des petites salles. Mais en 2024, ça va être son grand retour sur scène. Le 5 mars 2024, il va être rien de moins qu'au Saint-Denis, donc à Montréal. Julien Lacroix qui est avec moi en studio. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu penses que la société québécoise te donne une deuxième chance? C'est vraiment intéressant parce que c'est nouveau, ce phénomène-là. Puis ça se résume un peu à ce que j'ai dit à ma conjointe quand j'ai décidé de recommencer à faire des spectacles. Je lui ai dit, si les gens sont pas au rendez-vous, on va arrêter ça assez vite parce que je savais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Puis, en faisant des petits spectacles, on a commencé devant 25, 100, 300 personnes dans des petites salles alternatives. Puis on dit des salles de spectacle, c'était plus des établissements qu'on a transformés. Des placards! Des placards, ouais, ils ont été tellement généreux puis gentils, puis je leur dis un gros merci, mais c'était pas ce que j'avais connu, puis c'était parfait pour renouer avec la scène. Puis c'était plus des questions-réponses que tu faisais à l'époque, tout début. Ouais, j'ai débuté avec des questions-réponses parce que, comme je dis, c'est nouveau. Je savais pas à quoi m'attendre. Je sais pas où les gens se situaient. Je savais pas à quel degré je pourrais refaire le même genre d'humour, que mon personnage passerait toujours. Donc, les premiers 10 représentations, ça ressemblait plus à une conférence maladroite que d'autres choses. Puis ça s'est transformé parce que j'ai fait, OK, ce sujet-là... Tu sais, je voulais aussi que chaque sujet que j'abordais ait, premièrement, un angle intéressant et drôle. Ben oui. Puis je voulais pas être dans l'amertume ou pointer du doigt quelqu'un. C'était important pour moi que justement chaque numéro soit drôle puis qu'il y ait un angle original. Donc c'est comme ça un peu que j'ai développé. OK, ça, les gens se situent là. Tu sais, même moi, j'étais perdu à un moment donné de enquête contre enquête, retour, publication Facebook. Je savais même plus où me situer. Fait que je savais encore moins où les gens se situaient parce qu'ils n'ont pas juste ça à faire. D'accord. Donc, tu fais des spectacles dans des petites salles. La réaction du public est bonne. Les gens viennent te voir après le spectacle. Qu'est-ce qu'ils te disent? C'est aussi, encore là, surpris parce que, tu sais, si on se souvient, initialement, j'avais voulu en faire des représentations devant 25 personnes dans une salle que j'avais construite dans un entrepôt, puis il y avait eu des menaces à l'égard de ma conjointe, la famille et tout. Puis, fait que je savais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'il va y avoir du grabuge? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va se lever et va me faire un Will Smith puis venir me gifler et tout? Puis, agréablement surpris encore là, les gens étaient gentils, généreux, nuancés. Puis, au début, le spectacle était quasiment aussi long que la discussion d'après-show. Parce oui, à ce point-là? Ben ouais, je jasais avec les gens après, puis OK, c'est là, c'est ça. Puis, tu sais... OK, mais qu'est-ce que les gens te demandaient? Est-ce qu'ils te demandaient, l'as-tu fait, l'as-tu pas fait? Ou les gens avaient une discussion plus large sur les dérapages du mouvement MeToo? Ça ressemblait à quoi, les discussions? Ben, comme il y avait de tout dans le public, encore une fois, des jeunes, des plus vieux, des gars, des filles, ça variait vraiment qu'est-ce qui étaient les questions. Il y avait beaucoup une chance que je ne suis pas connu, sinon je me serais ramassé dans ce truc-là. Tu as eu beaucoup de témoignages comme ça? Ben oui. OK. C'est aller vous promener dans la rue, tu sais. Puis les questionnements, non, c'était vraiment... Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Okay. Est-ce que, tu sais, on comprend pas nécessairement le système pour avoir une salle de spectacle. Fait que c'est comment ça, t'es ici? Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que tes amis te parlent encore? C'était vraiment des questions. C'était gentil, puis tu voyais que ça venait du cœur. Fait que ça m'a aussi rassuré. Donc, tu décides sur la foi de ça. Donc, tu avais dit à ta blonde, s'il y a personne qui se présente, ben j'arrête ça là. Les gens se sont présentés. Là devient la question qui se pose, c'est comment je vais faire pour contacter les salles de spectacle pour pouvoir faire mon retour. Tu as décidé de le faire toi-même, de ne pas passer par un gérant ou quelqu'un qui s'occupe des tournées. C'est vraiment Julien Lacroix Inc. avec une personne. Oui. Le premier téléphone que tu fais où tu appelles quelqu'un dans une grande salle, mettons le Saint-Denis, tu as des papillons dans le ventre, tu te dis, mon Dieu, ils vont me raccrocher au nez quand ils vont entendre mon nom.
Ben parce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, on peut enlever Montréal là-dedans parce que c'est des salles privées, mais hors Montréal, c'est des diffuseurs. C'est des salles de spectacle. C'est un réseau. C'est un réseau de salles. La salle appartient, si je me trompe pas, genre au gouvernement ou je sais pas quoi, ça appartient à la ville et c'est les diffuseurs, les gens établis là-bas qui décident quel spectacle vient ou vient pas. Puis je comprends qu'au début, ils devaient être frileux à faire pourquoi on aurait des problèmes en ayant un gars comme ça. Puis justement, moi j'ai décidé de les appeler un à un puis de discuter avec eux. Puis encore là, j'ai été surpris, mais soulagé. C'est tellement des belles personnes avec qui on a eu des vraiment belles discussions, qui ont décidé d'aller de l'avant après avoir discuté avec moi. Aussi, après, je pense que quand 10 000 personnes viennent voir un show dans des salles alternatives comme ça, il y a une preuve que, bon, OK, visiblement, le public est au rendez-vous. Donc, on est rendu là. On est rendu là. Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit « non, je veux rien savoir » ou est-ce qu'il y en a qui t'ont raccroché au nez quand ils ont su que c'était toi? Pas raccroché au nez. Il y en a qui n'ont pas retourné mes appels. Okay. Il y en a qui étaient... pas tout de suite. Je pense qu'ils voulaient voir comment ça allait se passer. Mais reste que ça a été très cordial. Puis, juste pour finir là-dessus, ce que je trouve intéressant par rapport à tout ça, c'est qu'ils ont un vraiment beau respect de leur public. Puis, ils savent que aussi il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir. La majorité, c'est encore des jeunes qui sont pas habitués nécessairement d'aller voir des shows dans des salles. Puis, plus jeune tu vas voir un spectacle dans une salle, plus jeune, plus de chances de revenir voir des spectacles dans les salles. Mais à ce moment-là, on pourrait dire que c'est de leur part un intérêt commercial, alors que la discussion qu'on veut avoir, c'est plus de savoir comment ils se situent, eux, dans leurs valeurs par rapport au fait d'avoir, de donner une deuxième chance à Julien Lacroix. Mais tu vois, encore là, moi, c'est pas nécessairement... je pense que oui, il y a leur valeur, mais je pense que, ils ont réalisé puis ils ont vu que j'avais fait mes devoirs, j'avais fait tout ce qu'on m'a demandé. C'est quoi les devoirs que tu as fait? Il y a un cheminement. J'ai parlé avec ceux qui voulaient me parler. J'ai arrêté de boire. J'ai pris responsabilité sur ce que je considérais qui m'appartenait. C'est sûr qu'en plus, il y a eu une contre-enquête de la presse et de Cogeco qui vient nuancer beaucoup ça. Tu sais, là, je pourrais étaler ça longtemps, mais... toi, tu considères que tu as fait ce qu'il fallait faire? Ce que la société civile te demandait de faire pour faire, entre guillemets, amende honorable. Toi, tu considères que tu as fait ta partie du contrat et en contrepartie, tu demandes justement qu'on te donne cette deuxième chance-là. Voilà, puis eux, c'est aussi ce qu'ils m'ont répondu, qu'ils sont pas non plus des juges. Tu sais, c'est une pression qu'on met sur leurs épaules de faire comme, choisissez, est-ce que cet artiste-là ou cet artiste-là, puis ils ont de la pression de plein de places autour, de faire, si vous produisez cet artiste-là, moi, je me pointe plus, mais au final, c'est le public, il n'y a pas des spectateurs qui valent moins que l'autre. Il n'y a pas un spectateur qui vaut moins, donc je trouve que c'est vraiment tout à leur honneur, puis courageux de me laisser cette chance-là. Il y a un ami à moi qui est humoriste. Je donnerai pas son nom. C'est pas Guy Nantel. Je veux juste dire ça parce que les gens savent tous que je suis amie avec Guy Nantel. Donc, c'est pas Guy Nantel. Un autre humoriste que je connais, puis j'ai quand même pas mal d'amis dans ce milieu-là, qui m'a dit qu'il était excessivement mal à l'aise de se produire dans la même salle que toi. Qu'est-ce que tu répondrais à cet humoriste-là? Que ça devient éternel, alors, parce que je comprends que c'est personnel, puis je respecte ça, à la limite, comment il se sent, mais reste qu'il viendra plus ici parce que je suis venu ici, ce matin j'étais à une autre radio, il viendra plus là, il ira plus à l'épicerie où je suis allé, tu sais, ça devient... Je comprends son sentiment, mais après ça, encore là, moi, je remets ça dans les mains du public. Le public qui est là, le droit de voir un spectacle dans une salle sécuritaire, avec un décorum qui se peut, puis ce que je disais aux diffuseurs aussi, à chaque fois, je leur disais, si la salle est vide, je vais pas vous rappeler. Je vais pas vous gosser avec ça. Je vais pas, tu sais. Fait que voilà, moi, c'est par respect pour le public. OK. Yann Perrault a donné une entrevue. C'est qui l'humoriste? Non, je te le dirai jamais. Puis il a parfaitement le droit. Puis je dis un humoriste, mais c'est peut-être une. Peu importe, c'est quelqu'un du milieu de l'humour. Yann Perrault, donc, qui est auteur, compositeur, interprète, a donné une entrevue à Stéphane Bureau, qui est diffusée sur Cube Radio. Et il pose une excellente question, parce que lui a vécu à moindre mesure, mais quand même à peu près la même chose que toi, des allégations à son égard. Sa maison de disques le laisse tomber. Et ça fait 3 ans qu'il est au purgatoire. Et il pose la question à Stéphane Bureau, qui décide à quel moment on sort du purgatoire?
Comment ça se fait, Julien, que dans la société où on vit, qui est une société, un état de droit, où quelqu'un, par exemple, qui a commis un crime, qui va en prison, la société lui dit, ben, on va te réhabiliter puis t'es réinséré. Comment ça se fait que toi ou Yann Perrault, vous n'avez pas fait l'objet d'une enquête policière, il n'y a pas eu de plainte d'accusation, t'es pas allé en prison, que je sache? Non. Non. Alors, pourquoi la société te dirait, on va pas te réinsérer puis on va pas te réhabiliter? On pourrait en parler pendant des heures. Moi, je pense que cette vague-là s'est passée en 2020 dans une situation de COVID-19, que le monde n'allait pas bien. On se souvient que ça chicanait pour du papier de toilette. Je pense qu'il y avait des choses qui devaient être dites. Il y avait on devait éradier des comportements ou une manière de penser. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de beau aussi qui est sorti de ça. Reste que c'est complètement nouveau. T'sais, je pense que les Américains puis les Français sont 4-5 ans d'avance sur le cancel culture puis sur ce phénomène-là. Donc, on le découvre au fur et à mesure. C'est ce qui se passe. Là, on a des artistes qui reviennent, on en a qui reviennent pas. On a qui sont allés en cours, on a qui sont pas allés en cours. C'est encore un problème qui se reflète aussi avec les salles, de mettre tout le monde dans le même bateau. Visiblement, c'est pas pour rien qu'une justice, c'est justement pour faire un peu le tri de tout ça. Fait que je pense qu'on est en train de découvrir. Puis je pense que initialement, c'était réservé justement aux personnalités publiques et compagnie. Puis je pense que beaucoup du moins, ce que moi je reçois comme message, c'est des jeunes qui vivent des situations similaires, de se faire dénoncer au secondaire ou qui se font dénoncer au bureau ou et compagnie. Et là, je pense que les gens comprennent un petit peu plus le phénomène parce qu'ils vivent eux-mêmes. Puis c'est peut-être ça qui fait que les gens sont plus nuancés ou plus sensibles à tout ça. Ton premier spectacle, ton premier one-man show s'intitulait « Jusqu'ici, tout va bien ». C'est une des blagues de mon show est là-dessus. Parce en que 2019. Oui, là, justement, le temps au temps... Ouais, alors c'est ça. Ton deuxième one-man show s'intitule « Le temps au temps ». Ça, c'est une expression que personnellement j'haïs. Faut laisser le temps au temps. J'haïs ça, cette expression-là. Donc, dis-moi que c'est ironique, s'il te plaît, comme titre de spectacle. Non, c'est pas ironique. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que probablement... C'est tellement nouvel âge. Faut laisser le temps au temps. C'est vrai, parce que j'aurais sûrement pas le même discours aujourd'hui que j'avais il y a 3 ans. Fait que, tu sais, le temps... Ouais. Puis ça me fâche. Moi, c'est comme les gens qui venaient me dire tu vas voir, le temps fait les choses, puis des trucs comme ça. Ben, voilà. Quand t'es dans le fin fond du puits, puis que tout est noir, tu veux pas entendre ça. Mais reste qu'avec du recul, je fais... Effectivement, le temps fait les choses. On a un regard différent sur le passé. On voit l'avenir, parce qu'il y a un moment où je voyais pas le futur. Donc voilà, je pense que le temps fait les choses, puis notre regard change, évolue, puis c'est ça. Puis chaque numéro aussi parle du temps. C'est ce que j'ai... En écrivant puis en le jouant, je faisais... Colin, c'est le dénominateur commun. Le temps est vraiment présent. Puis aussi, je voulais un titre qu'on ne pouvait pas reprendre en me bâchant. Fait que, c'est ça. C'est ça, tu te protèges de cette façon-là. Et c'est évident, puis tu l'as confié à nos collègues du Journal de Montréal, à qui tu as accordé une entrevue exclusive. Donc, tu dis que, évidemment, dans ce spectacle-là, dès le départ, tu parles de ce qui s'est passé en 2020, des allégations à ton égard. Tu sais que tu es face à un dilemme. OK? En anglais, ils disent « damn if you do, damn if you don't ». Parce que si t'en parles, il va y avoir des gens qui disent « Ah, ben là, il rit de cette affaire-là, puis il le banalise, puis il le minimise ». Si t'en parles pas, les gens vont dire... Non, mais c'est vrai, si t'en parles pas, les gens vont dire « C'était écœurant, ce gars-là, il fait un déni de justice aux femmes, puis il essaye de réduire les femmes au silence. » Fait que excuse-moi de te le dire, mais t'es fourré. T'es faite. Parce que si t'en parles, ce sera certainement pas de la bonne façon. Tu vas te faire reprocher. Là, il va y avoir quelqu'un qui va te dire « Ah, c'est pas de la bonne façon. » Puis si t'en parles pas, t'es faite aussi. Ça fait 3 ans que je suis faite, d'un. Puis peu importe ce que je dis, c'est bon, il se victimise ou il est vulnérable ou mais reste que humoriste, c'est pas comme comédien ou chanteur. Tu connectes directement avec les gens. Les gens ont l'impression que t'es leur chum de gars qui leur raconte une histoire. Fait que d'accord. Moi, ça allait de soi que j'allais en parler. Puis c'est pour ça que je te dis aussi, j'attendais de trouver un angle à chaque fois qui était pas justement de pointer du doigt ou d'être en colère, mais de ramener ça, premièrement, est-ce que l'angle de la blague va dans le sens du comment je me sens? Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est pur? Après ça, c'est souvent moi l'imbécile, c'est sûr. Puis je pense que ça permet... Je l'ai ressenti, les gens, après les 5-6 premières minutes, OK, bon...
cool. On est content. Pas On c'est peut dédouané, tasser ça. mais oui, ça Ouais. c'est dit, on en a jasé, puis après ça, c'est plus facile d'aller D'accord. ailleurs, mais ça allait de soi. Puis dans la vie, moi, j'aime, j'ai de la misère des fois avec le drame et compagnie, fait que j'en ris même. C'est plus facile pour moi de passer à travers avec l'humour, fait que ça s'est traduit assez rapidement sur scène. D'accord. Moi, le 5 mars 2024, c'est sûr que je vais être à la première de ton spectacle parce que je vais à la première de la plupart des spectacles auxquels je suis conviée comme chroniqueuse culturelle. Je veux juste te raconter une anecdote. Quand Patrick Bruel est venu à Montréal, pourtant, il n'y avait eu aucune accusation criminelle. La police avait fait enquête sur les allégations. Ça avait mené à un non-lieu. Donc, la justice avait dit, ben, il n'y a pas de base sur lequel se basent ces allégations-là. Il est venu ici à Montréal en spectacle, puis c'était rempli d'articles dans les journaux qui disaient « il faut pas aller voir le spectacle de ce gars-là ». Tu sais, il a pas reçu. Il y a plein de journalistes qui refusaient de faire des entrevues avec lui. Est-ce que tu as peur que le 5 mars 2024, il y ait la même chose, qu'il y ait des gens qui vont dire « oh mon Dieu, va des rétro Satanas, Julien Lacroix, on veut rien savoir de lui », ou qu'il y ait, je sais pas, des manifestations devant le Saint-Denis. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Honnêtement, ça fait 6 mois, 7 mois que je fais des spectacles, puis que ça se passe super bien. Il y a 10 000 personnes qui sont venues. Ça s'est toujours très bien passé. Mais c'était pas à Montréal. Oui, c'était à Montréal. On en a fait 20 Oui, à mais je veux dire, Montréal. c'était pas dans une grande salle à Montréal. Le Saint-Denis, c'est autre chose. Là, c'est comme la consécration pour un humoriste, le Saint-Denis. Là. Ben, quand même, j'ai Oui, ok, je te laisse confiance. parler. Non, Ouais. non, mais j'ai confiance. On dirait que je pense que s'il y a des gens qui avaient des choses à dire, ils l'ont dit. Après ça, j'ai répondu. S'il y a des gens qui ont encore des choses à me demander, demandez-moi. Je suis pas gêné. Puis, tu me dis les journalistes puis les médias, je pense que on est encore là 3 ans plus tard ou quelques années plus tard. Je pense que même... Ça va faire 4 ans. Beaucoup de journalistes puis beaucoup de médias aussi ont poussé leur réflexion plus loin. Puis c'était beaucoup sur les médias sociaux aussi que ça éclatait. Ouais. Puis tu l'as dit, la salle était pleine puis les gens avaient du plaisir. Je pense respecter le public qui veut être là. Puis si vous voulez pas y aller, allez-y pas. Mais on peut respecter les gens qui sont là parce qu'au final, c'est eux qui sont pris... à partie, excusez-moi, qui sont pris à partie. Puis je pense que tout le monde doit avoir le droit d'aller voir un spectacle de façon sécuritaire et respectueuse. Oui, oui, ben tout à fait. C'est de la même façon que les gens qui voulaient aller voir Slav, qui n'avaient pas d'affaire à avoir des manifestations devant le spectacle. Là, les gens auraient très bien pu s'exprimer d'une autre façon. Ces 3 années-là, là, les 3 années que tu viens de vivre, qu'est-ce que ça t'a amené comme réflexion sur, justement, notre système de justice? C'est-à-dire, par exemple, comment ça se fait qu'on a remplacé le vrai tribunal avec un T majuscule par un tribunal avec un petit T, un T minuscule, qui est le tribunal populaire. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont une opinion sur ce que tu as fait ou pas fait, basée sur rien? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée, ils n'étaient pas là, mais ils ont une opinion. Hey, moi, je le sais si c'est un bon gars ou pas, Julien Lacroix. Qu'est-ce que tu penses de ça? Encore là, sans mettre les médias dans le même panier, ça a été un spectacle, tout ça, là. Ça a été un show. Ça a été des clics, ça a été des émissions, ça a été des chroniques, ça a été des vlogs d'opinion, ça a été bien des affaires, mais on oublie qu'il y avait des humains là-dedans qui eux autres écopaient puis qu'eux autres avaient rien demandé au final. Ils se sont fait approcher initialement puis recruter pour faut participer à ça, faut participer à ça, puis que ça a donné un gros show auquel tout le monde a perdu un petit peu le contrôle. Fait que moi, je pense qu'il y a ça, initialement, qu'on revoit 3 ans plus tard, encore une fois. Je pense qu'on y va plus avec des pincettes. Puis voilà, c'était-tu ça? Ben ça, tu me parles des médias, mais moi, je veux aussi dans le Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Monsieur et Madame Tout-le-Monde ne fait pas toujours la différence entre des allégations et des accusations. Tu comprends? Ils lisent, et c'est tout à fait normal, ils lisent dans le journal, il y a des allégations sur Yann Perrault, il y a des allégations sur Julien Lacroix, il y a des allégations sur un l'autre, puis là, ils se disent « Ah!
Le gars, il a fait ça. C'est un prédateur. Mais je pense que ça va dans l'éducation qu'on va avoir, qu'on est en train de bâtir là-dessus. Je pense qu'on partait toutes d'une base un peu floue. Puis aujourd'hui, je pense qu'on commence à faire la distinction. Puis je le vois même aux gens qui m'écrivent. Ils font la distinction. Puis ils voient la différence entre une allégation, une condamnation. Fait que je pense que on est en train de collectivement s'éduquer à savoir, OK, c'est ça le tableau, ça ressemble à ça. Puis encore là, on le vit avec les artistes, à les mettre tous dans le même panier en disant, tous eux, on veut plus les voir sur scène. Ben non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ça évolue, on est là-dedans. Ouais. Tu nous as dit tout à l'heure, derrière, évidemment, les noms, derrière les articles, il y a des gens qui ont écopé. On va faire un petit peu de human interest, comme disait Michel Chartrand à Bernard de Rome. Ta blonde, t'as eu un enfant. Mm-hmm. Là, ta blonde est enceinte. Un petit bébé qui arrive au mois de novembre. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, le fait de devenir papa, dans la vie de Julien Lacroix? Ben, complètement tout. Oui. Comme je disais, moi, la première année, je réglais mes trucs, puis après ça, bon voyage, je partais. Puis quand on a décidé de, OK, on a un enfant, on va avoir un enfant, à partir de là, tu te dis, bon, ben comme je vais rester en vie, je vais rester sur Terre, je me retrousse les manches, puis on regarde vers l'avant. Donc, ça a été ça initialement, de faire comme, OK, là, maintenant que je décide de rester pour le reste de ma vie avec quelqu'un à ma charge, qu'est-ce que je fais? Puis ça fait partie de ma démarche même de remonter sur scène puis de refaire mon travail. Donc, ça. Puis l'équilibre aussi, moi, avant, c'était travail sur 100% de mon agenda. Puis quand 100% de ton agenda, c'est le travail ou le party, puis que tu perds les deux en arrêtant de consommer puis en arrêtant de travailler, tu te dis, qu'est-ce qui te reste? Donc, je me suis dit, c'est pas normal qu'il me reste rien. Donc, maintenant, il y a un équilibre. Même le nombre de jours de spectacles que je fais, c'est jamais dans l'excès. J'essaie de bien gérer le temps famille, le temps travail, le temps ami, puis question d'avoir un équilibre qui se peut, parce que j'ai réalisé que c'est vraiment important, ce que j'avais pas avant. Puis la famille, ça rajoute ça dans l'équation. C'est dur de pas boire? Non, j'avais fait le tour. Oui. Honnêtement, puis je dis ça fait que 3 ans. Que 3 ans, c'est énorme, 3 ans? C'est gentil, mais peut-être, tu sais, je ne me vois pas reboire. Peut-être que dans 6 ans, je vais faire comme, Caroline, finalement, ça me manque. Mais honnêtement, j'avais fait le tour. J'ai tout fait les parties que j'avais à faire. Je me suis défoncé de toutes les façons possibles. Donc, non, j'étais rendu ailleurs. Puis comme je te dis, j'ai un enfant, un deuxième qui s'en vient. Le soir, je rentre de spectacle tout seul en voiture. Avant, je conduisais pas, j'avais toujours quelqu'un qui conduisait parce que j'étais en état d'ébriété. Maintenant, je rentre, je donne un bec sur la tête à Léo, je vais me coucher, je suis serein, j'ai pas la boule dans le ventre. Je me suis posé la question avant de monter sur scène à faire comme, hey, est-ce que j'ai besoin de mon 3/4 de bouteille de vin avant de monter comme je faisais avant? Puis ça non plus. On dirait que j'ai du fun. Puis ça, c'est important aussi pour moi. Je me posais la question, je vais-tu avoir du fun sur scène? Ouais. Je fais vivre ça à tout le monde autour de moi. J'impose ça à ma blonde. Est-ce que je vais avoir du fun? Puis je suis heureux de redécouvrir que j'ai du fun puis que c'est pas la fin du monde. C'est quoi le bonheur quand on est sur scène? Ça ressemble à quoi? J'ai jamais vécu ça, moi, être monter sur scène, faire rire du monde. Mais tu vois, c'est faire rire du monde. Parce que monter sur scène, je pense que je suis un peu mal à l'aise sans faire rire, mais la vague de rire, même quand il y avait 25 personnes, même juste quand je faisais rire ma blonde à la maison, il y a quelque chose. Parce que, tu sais, justement, quand tu files pas, t'es moins porté à faire rire. Ça fait tellement du bien. Puis c'est égoïste, là. C'est un sentiment de comme, hey man, je suis capable de faire rire des gens. C'est magique. Puis le match de tennis que tu joues sur scène avec le public en faisant, je vous envoie une blague, je vous fais rire, vous m'envoyez un rire, je vous renvoie une blague. Puis c'est pour ça que je travaille vraiment fort pour avoir les meilleures blagues que je peux avoir parce que c'est ce que plus tu ris fort, plus je suis heureux. C'est magique. C'est vraiment bizarre, mais ça... Je me posais la question, puis la première fois que je suis sorti de scène, en 2023,
j'ai fait tabarouette, c'est vrai, c'est tout ça pour ça. C'est pour ça que je fais tout ça. Tout ça pour ça, ça pourrait être le titre de ton prochain spectacle. Là, c'est le temps au temps. Une petite question, je veux juste retrouver, parce que sur Instagram, tu as écrit un texte. On sent dans ce texte-là, d'ailleurs, où tu annonces ton retour sur scène, on sent que c'est pas une compagnie de relations publiques où il n'y a pas un avocat qui est passé là-dessus. Là, on sent que tu parles avec ton cœur. Tu dis la chose suivante. Si on m'avait dit il y a 3 ans que j'aurais la chance de remonter sur scène, je n'y aurais pas cru. Bon, évidemment, je n'aurais pas cru non plus si on m'avait dit que je serais père d'un petit garçon. Et si on m'avait dit que je serais sobre depuis plus de 3 ans ou simplement que je serais en vie, j'aurais eu de la difficulté à y croire. Pourquoi, il y a 3 ans, si on t'avait dit que en septembre 2023, tu serais encore en vie, pourquoi tu n'y aurais pas cru il y a 3 ans? Parce que c'est tellement irréel. C'est tellement gros. C'est tellement plus gros que moi. T'as tellement pas de contrôle. Tu comprends pas ce qui se passe. Que c'était pas... Je cherchais même des réponses auprès de gens autour de moi, faire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, puis il n'y a pas de réponse parce que les gens vivent pas ça. Donc je voyais pas d'autres options, mais le temps fait les choses, Sophie. Et je suis content d'être encore là, je suis content d'avoir une famille, je suis content de remonter sur scène puis d'avoir eu la tête dure puis d'avoir voulu recommencer à faire ce métier-là. Mais c'est irréel puis c'est fou. C'est ça. Une dernière question. C'est vraiment la dernière. Si, justement, parce que tu dis, je demandais autour de moi qu'est-ce que je fais, puis il y a personne qui l'avait vécu, fait que personne ne pouvait me donner de conseils. Mais si, demain matin, un autre humoriste ou un chanteur ou un chef d'entreprise, peu importe, fait face à ce même genre d'allégation et qui t'appelle en disant, Julien, donne-moi un conseil, ça va être quoi ton conseil? Je vais être fâché, mais le temps va faire les choses. Tabarouette, hein? C'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai l'impression de parler avec un biscuit chinois. Mais là, c'est le ce temps qu'on va disait. faire les mais choses. c'est vrai. Bon, ben si c'est vrai, je te crois. Oui, je te jure. Je te crois. Alors, merci d'être venu, Julien Lacroix. Et puis, bonne route pour la suite des choses. Merci à toi parce que pendant 3 ans, t'as levé des flags puis t'as eu une opinion différente de ce qui se disait. Puis je remercie aussi Marie-Ève Tremblay puis Isabelle Haché qui sont allées un peu à contre-courant, si on veut, de ce qu'on lit habituellement ou qu'on entend dans les médias. Donc, je voulais vous dire un gros merci. Mais je prends ton merci. Par contre, je tiens à préciser une chose parce que des fois, les gens m'ont écrit en disant tu prends la défense de Julien Lacroix. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. Je n'ai jamais défendu des individus. J'ai toujours défendu des principes et les principes sont plus forts et plus hauts que les individus. Merci beaucoup, Julien Lacroix. Merci à vous.